Mon cher Jean-Jacques, me voilà de retour en France après un long séjour en Russie où Catherine II et sa cour m'ont fait bon accueil. J'ai bien reçu votre courrier où vous me faites part de votre amertume que j'attribue volontiers à la fatigue physique. Nous ne sommes plus tout jeunes, mon cher, et le combat que nous avons mené nous a éreintés. J'aimerais vous redonner le sourire et vous convaincre, vous le grand philosophe de notre temps, que nous n'avons pas vécu en vain et que, quand la mort nous prendra, nous pourrons lui sourire sans remords aucun. Pour ce faire, laissez-moi vous conter une histoire vraie en 2 actes. Elle s'intitule « Laissons-leur la moquerie, occupons-nous de penser ». Acte 1. Il y a 5 jours de cela, on me convie à une discussion de salon. Vous savez combien je les hais, ces salons mondains, d'autant qu'un invité surprise, un intellectuel de renom, devait être présent. J'appréhendais car je suis plus doué à l'écrit qu'à l'oral. Comme vous l'avez si bien dit un jour, je ferai une fort jolie conversation par la poste. Qui était cet interlocuteur surprise ? Je ne le sus qu'à mon arrivée sur les lieux. Ce lieu était celui de Madame Necker. Je sonnai au grand portail et 2 domestiques vinrent m'ouvrir. « Monsieur Diderot, me dit l'un d'eux, vous êtes attendu. » Ces mots dupliquèrent mon appréhension. Nous traversâmes une allée bordée par 2 labyrinthes, derrière lesquels j'entendis des rires, bien que je ne visse personne. Aussi admettais-je mon hallucination, mais je me sentais déjà observé, épié, dirais-je même. Les 2 domestiques se postèrent de part et d'autre d'un escalier de plusieurs marches et me firent signe d'engager l'ascension. Cet escalier à balustrade, majestueux, me rappelait une soirée passée chez Sedaine, au cours de laquelle Marmontel m'avait désarçonné. Je relate d'ailleurs l'anecdote dans Paradoxe sur le comédien, en concluant que l'homme sensible dont je suis, absorbé par ce qu'on lui objecte, perd la tête et ne la retrouve qu'au bas de l'escalier. Je montai donc la première marche, et par une sorte de superstition soudaine, j'eus peur que l'histoire se répète. « Monsieur est-il bien ?» me demanda l'un des domestiques. Je lui assurai que oui, et arrivai devant la porte d'entrée. À travers les carreaux floutés, je vis une lumière chaleureuse qui fit retomber un instant ma tension. Mes 2 silhouettes apparurent et mon cœur s'emballa de plus belle. Oui, mon cher Rousseau, j'étais bien dans l'appréhension la plus totale. On ouvrit et je vis Madame Necker, ainsi qu'une amie que je ne connaissais point, s'avancer au pas de course. « Monsieur Diderot !» s'exclama-t-elle. « Quelle joie de vous avoir parmi nous !» Il me semblait qu'elle força sa voix afin qu'on l'entende dans les autres pièces. Impression justifiée car déjà des curieux affluèrent dans le hall d'entrée et je ne pus passer au salon sans me frotter aux uns et aux autres. Parmi la foule des gentilshommes, je distinguai rapidement Sedaine et Marmontel. Je m'approchai du premier et lui fis l'accolade, puis j'atteignis le dernier et il me prit dans ses bras en criant « Santé !» en russe. Après quoi Madame Necker me débarrassa de mes affaires. Marmontel et Sedaine me faisaient la conversation, mais j'étais occupé à démasquer l'invité surprise. Ils me dirent quelque chose, puis s'en allèrent. Je me retrouvai seul. On m'apporta des financiers et du lait. « Je crois me souvenir que vous êtes friand de lait, monsieur Diderot, » me dit Madame Necker avec un sourire malicieux. Cette attention ne me convenait guère. Je voulais me faire petit et rester discret. Déjà un homme gros et gras s'avança vers moi. Son air m'était familier. Était-ce notre homme ? Je découvris bien vite que non, car il m'interrogeait sur mon travail et ne paraissait pas habile avec les mots. Il zozotait légèrement et reniflait bruyamment, ce qui lui donnait l'air tout à fait inoffensif. Je répondis à toutes ces questions qui tournaient autour de l'encyclopédie. « Monsieur Rantal, laissez donc monsieur Diderot respirer un peu » dit Madame Necker avant de m'emmener au loin. Elle me prenait par le bras et m'envoyait des regards coquets. Décidément, cet accueil chaleureux m'indisposait. Nous montâmes un escalier, encore un, et rejoignîmes l'étage. Madame Necker m'arrêta au milieu du couloir et me plaqua contre le mur. D'un air grave, elle me dit « J'ai beaucoup d'estime pour vous, monsieur Diderot, mais ce n'est pas à moi d'en décider. » Et sur ces paroles mystérieuses, elle m'embrassa tendrement. J'étais confus. Comprenez, Madame Necker, une femme mariée à un homme d'État. Je n'eus pas le temps de répondre qu'elle ouvrit la porte et m'introduit dans une pièce. Il y avait là une bibliothèque, une table ronde et 2 chaises, ainsi qu'un lit. « Fermez la porte !» m'ordonna-t-elle. Je m'exécutai sans envie. « Êtes-vous prêt ?»« Prêt à quoi ?» me demandai-je. Puis je vis Madame Necker près du lit et je réagis enfin. « Oh, Madame Necker, ce serait une affreuse bourde si... » Elle ne me laissa pas finir ma phrase. Elle venait de toucher un livre au milieu de la bibliothèque et une porte s'entr'ouvrit. Quelle honte de ma part que d'avoir cru à une étreinte. Elle poussa la lourde porte et je découvris une pièce pleine à craquer. Il y avait de la fumée, des effluves d'alcool et d'eau de Cologne d'hiver, des éclats de rire. Elle me prit par la taille et m'introduit dans la pièce secrète. Aussitôt je vis Voltaire.
le terrible Voltaire. Ne vivait-il pas exilé en Suisse, pensais-je? Il prenait de gros risques en venant en France, ce qui rendait le personnage d'autant plus intimidant. Celui-là même qui s'est tant moqué de vous, mon cher Jean-Jacques, de votre timidité, de vos manières en société, le terrible Voltaire. L'invité surprise, c'était lui. Je m'apprêtais à partir, mais Madame Necker avait déjà refermé la porte. Voltaire, assis dans un siège rococo, m'interpella. « Eh, serait-ce mon confrère Diderot ?» Tous se retournèrent et des murmures parcoururent l'assemblée. Je relevai le buste, répondis, lui-même, et fis une révérence maladroite qui faillit me faire perdre l'équilibre. On se poussa pour me laisser passer, et je m'installai dans un fauteuil qui faisait face à Voltaire. L'air était irrespirable dans cette petite salle. Fort heureusement, Madame Necker nous rejoignit et nous servit à boire. Encore un verre de lait, ce qui fit beaucoup rire Voltaire. « Oh, mon cher Diderot, dit-il, je crois que ce lait ne vous soit plus d'aucune utilité. Votre croissance est terminée. » Allez savoir pourquoi, mais les autres en rirent. La plupart étaient soûls. Je compris dès lors que les piques de Voltaire, aussi pitoyables qu'elles fussent, emporteraient l'adhésion du public, puisqu'il lui était acquis. Je souriais aimablement et bus une gorgée. Voltaire me regardait d'un air inquisiteur, se demandant à quelle sauce il allait me manger. « Quelle journée extraordinaire !» dit-il à mon égard. « J'adore l'automne, la façon dont il se débarrasse de l'ancien et prépare le renouveau. Pas vous ?»« Sans doute, mon cher Harvey. » Voltaire m'adressa un sourire forcé. Il n'appréciait guère que je l'appelle par son vrai nom, comme il le faisait avec vous, en vous appelant Jean-Jacques plutôt que Rousseau. C'était lui ôter son titre de philosophe que de dire Harvey. Mais quitte à se faire manger tout cru, autant provoquer un peu la bête, ne croyez-vous pas? En entendant Harvey, notre public se mit à murmurer. Ah, putain, il a appelé Harvey, c'est pas normal ça. Oh, ouais, il a appelé Harvey. Habile, Voltaire s'empressa de faire diversion et dit « En bonne athée, je suppose que la mort du pape Clément XIV ne vous a pas affecté. » Silence parmi l'assemblée des bons chrétiens. Quelle malice de la part de Voltaire, il me mettait dans une situation des plus inconfortables. L'expectative était grande car on aime connaître les opinions des intellectuels, y compris sur des sujets aussi barbants que ceux de l'Église. « Je déplore sa mort, dis-je, et je ne suis point athée mais agnostique, mon cher François-Marie. »« Quel chipoteur vous faites, Diderot! Et au cas où vous l'auriez oublié, c'est Voltaire. » Tous se mirent à rire, sauf moi. Qu'y avait-il de si drôle à la fin? Je ne le sus jamais. « Vous savez que le conclave s'est réuni aujourd'hui pour élire le nouveau pape? » ?»« Oui, dis-je. Pie VI est notre nouveau pape. » »« Et que pensez-vous de lui ?» Nouvelle question embarrassante, nouvelle attente insoutenable. « Allô, mon beau Diderot! Parlez sans crainte, cette salle est tenue secrète. Auriez-vous peur d'être embastillé pour vos idées ?» Nouvel éclat de rire dans la foule. Voltaire n'avait rien perdu de son sarcasme qui lui valut par 2 fois la Bastille puis l'exil à vie. Mais ces châtiments n'avaient eu de toute évidence aucun effet sur sa nature dissidente. « Seul le temps me permettra de dire si c'est un bon pape, dis-je enfin. »« Le temps ! Le temps ! À nos âges, nous n'avons guère le temps. Il nous faut se dépêcher de penser. » Voltaire sourit à l'assemblée qui approuvait ses moindres dires, y compris les plus banals. Depuis quand la pensée se hâte-t-elle, mon cher Jean-Jacques? Notre Voltaire n'était pas très inspiré ce soir-là, mais je l'étais encore moins à cause de ma timidité naturelle. « Quel âge avez-vous, mon cher Diderot ?» me demanda-t-il soudain. L'assemblée fut partagée entre le scandale et la jouissance. Scandale car on ne demande plus son âge à un vieil homme, jouissance car on aimait me savoir dans l'embarras. 61 ans, dis-je bien fort, et j'ai encore des aventures si vous voulez tout savoir. Je dirigeai un regard complice à Madame Necker. Nouvelle réaction du public, chuchotements, gloussements, rires étouffés. « À la bonne heure, mon cher Diderot, vous m'envoyez ravi. Il faut entretenir le corps, certes, mais n'oubliez pas de penser à notre nouveau pape. » C'était reparti, ce chien ne lâchait rien. L'audience était redevenue sérieuse, grave. Je n'osais les regarder, j'avais le regard vide et je sentais mon sang se retirer. Au diable le pape, pensais-je. Au diable les églises et les cultes en tout genre. Place à l'homme sage et sans culte. Mais je me gardais bien de dire ce que je pensais, et je fus incapable de trouver une réplique de substitution. « Diderot, vous m'avez l'air embarrassé. Êtes-vous malade ces jours-ci? Le financier de Madame Necker vous déplaise-t-il autant ?» Voltaire sourit à son amphitryon. Madame Necker sourit, remit un financier dans mon assiette et me resservit du lait. « Où serait-ce ma question qui vous embarrasse ?» J'étais ailleurs. Qu'avais-je à dire sur Pie VI? Rien. Mais il fallait bien dire quelque chose, car avouer mon indifférence pour le sujet c'eût été signer mon arrêt de mort dans tous les salons mondains. On ne m'inviterait plus nulle part, si j'avouais. J'entendis des rires moqueurs derrière moi. Voltaire continuait à parler, et des moqueries qui sortaient de sa bouche, je n'en entendis plus aucune. Elle passait en moi pour ressortir aussitôt.
C'est là que je compris que leur moquerie m'indifférait tout comme Piscis m'indiffère. Mais je n'eus pas le courage de le dire. J'aurais dû le dire, simplement. Votre Piscis ne m'intéresse pas, tout comme vos jugements hâtifs et votre humour douteux. Mais rien à faire, mon cher Jean-Jacques. J'étais réduit au silence comme une tombe, la tombe de ma répartie. Je dois être piètre comédien, me dis-je alors, car je joue d'âme quand il faut jouer d'intelligence. Voyant qu'on se riait de moi, je tentais de réfléchir à une objection. Impossible. Impossible de trouver quoi que ce soit. Mais Dieu, ce Dieu dont je conchiais les églises, me vint en aide. Alors que je m'empêtrais dans l'entendement, une femme gloussa si fort que son sein déborda du corset et j'entrevis un téton. Son conjoint s'en aperçut, devint pâle comme un cierge et regarda autour de lui. Tous étaient occupés à se rire de moi, sauf moi-même qui croisais son regard. Me sentant complice, je fis un clin d'œil à ce pauvre homme tout pâle et ses joues devinrent rouges. Tous virent ce geste et regardèrent en direction de l'homme et de la femme. Ils furent choqués. La propriétaire du téton tarda à comprendre quel était l'objet du scandale. « Ce sein sera ma salvation », pensai-je alors. Que se passa-t-il ensuite ? Eh bien, quand les mots manquent, mon cher Rousseau, il y a toujours le langage du corps. Je me suis mis à hurler de rire. Madame Necker ouvrit la porte en toute hâte et accompagna la femme et son mari. Les autres se turent, tous, et me regardèrent bientôt avec des grands yeux. Avaient-ils trouvé dans mon rire quelques arguments imparables ? Ce rire leur prouvait-il que leur moquerie, sur moi ou le reste, ne m'atteignait nullement ? Je n'aurais pu le dire car j'étais tout entier au rire. Je ne retins pas pour autant mes élans joyeux et je prolongeais mon rire jusqu'à ce qu'il devienne faux. Puis, quand je sentis mes côtes endolories, je m'arrêtai, sans toutefois perdre le sourire. Je me levai, pris une coupe pleine qui se trouvait là, leva le verre comme pour porter un toast et bus goulûment. Après quoi je sortis dans le silence de mes amphitryon. Entr'acte. Ne pas vivre de l'émotion mais paraître sur scène, voilà ce qu'il fallait. Mais nous sommes de ces hommes sensibles qui prennent à cœur des objections et sont réduits au silence par la réflexion. Nous sommes des penseurs, non des acteurs. Et nous n'aurons la répartie qu'une fois dans l'escalier qui nous conduira vers la sortie. Je sais qu'on s'est beaucoup ri de vous à ce propos, Jean-Jacques, et que, ce faisant, vous avez développé une certaine misanthropie à l'égard des gens de salon et peut-être à l'égard des hommes. Mais ne rejetez point l'humanité, car vous rejetteriez d'un revers de manche tout mon travail qui est entièrement dirigé vers les autres, et vous rejetteriez votre propre œuvre. Le ridicule ne tue pas, mon cher, mais la peur du regard des autres consume à petit feu. C'est donc votre peur, plus que les autres, qui a durci votre cœur et emporté le jugement cruel que vous faites sur les hommes. Soyez sans crainte, mon ami, votre œuvre est aujourd'hui comprise et respectée, et les beaux parleurs se taisent à présent. Acte 2. Terminons cette histoire. Je descendis l'escalier, saluai Sedaine et Marmontel, et sortis. L'air frais contre ma joue me donna le sourire, mais mes joyeux états disparurent instantanément à la vue de l'escalier, et chaque marche que je descendis m'apporta un argument. Comme si l'escalier était habité par un esprit qui vous susurrait les mots à dire. Comme au théâtre, celui qui vous souffle le mot. Une fois en bas des marches, plein à craquer de rhétorique, je décidai de revenir dans le salon secret et de tout déballer. Là-haut, le silence régnait toujours sur l'audience. Le sein de cette femme avait décidément le pouvoir de faire taire les langues fourchues. J'entrai vaillamment et je déclamai tout ce que je pensais sur le clergé, le roi et les salons parisiens. Je sentais un feu intérieur, ma poitrine bombée, mes joues rosies, ma langue asséchée étaient les symptômes de ce feu. Le flot de paroles ne sembla jamais tarir. Enfin, je terminai ma tirade, personne ne dit mot. Je me retournai pour partir définitivement. Voltaire intervint. « Diderot !» Il y eut un silence, une attente tendue. J'appréhendais de nouveau. « Mon cher Diderot, je ne peux que vous donner raison. » Et sur ces mots, Voltaire se leva péniblement. Le masque venait de tomber et je le sentais harassé. Il n'était plus d'humeur moqueuse. Il se servit un verre de vin. « Je sens qu'il y a du mouvement, dit-il, le regard vide. On pense autrement, au logis dans les faubourgs. La colère du peuple français est arrivée à maturité, elle s'est condensée, et le silence lourd que je ressens annonce la tempête prochaine. Et quand le vin sera tiré, il faudra le boire. » Sur ces mots, il leva son verre et but. Voltaire exprimait là l'ardent désir de voir éclater une révolution. Il eût aimé m'entendre dire « Vous avez raison, notre peuple se soulèvera bientôt contre le roi, le clergé et la noblesse. » Mais sa façon moqueuse de m'interpeller m'avait déplu.
Je restai muet, par ego. Mais peut-être ne serais-je plus là pour la voir, cette révolution, dit Voltaire. Peut-être même qu'il n'y a pas de révolution, que c'est là le fantasme d'un vieillard à la veille de sa mort. Ce changement brusque dans la voix m'attendrit et je sentis l'envie d'intervenir. Mes lettres, dit Voltaire, mes essais et mes contes auront alors été vains. Il revint s'asseoir et posa sa main sur le livre de chevet. Je compris qu'il s'agissait du sien, peut-être Candide, le traité sur la tolérance ou les lettres philosophiques, allez savoir. Croyez-vous que notre combat ait été vain, mon cher Diderot me demanda-t-il soudain. Sa question me fit l'effet d'un tremblement de terre. Voltaire, l'un des chefs de file des Lumières, m'interrogeant sur la portée de notre œuvre et le sens de notre vie, et avec quelle gravité dans la voix. On eût dit ces derniers mots, l'atmosphère devint glaciale, et dans cette petite salle je projetai ma voix. Que notre vie de labeur n'ait pas été vain, dis-je, seul l'avenir le dira. Mais je crois que nous avons agi avec courage, chacun à sa façon. J'attendis une réponse de la part de Voltaire, mais elle ne vint pas. Il n'avait rien à ajouter, j'avais eu le dernier mot. Je m'inclinai alors et m'apprêtais à sortir pour de bon, quand Voltaire dit « Saluez monsieur Rousseau pour moi, voulez-vous » J'acquiesçai d'un hochement de tête et sortis. Dans la cage d'escalier, je repensais à la vie de cet homme, Voltaire, à son engagement dans l'affaire Calas et à tout ce qu'il avait fait pour la France. Mais cette France l'avait chassé. Était-elle prête à s'insurger contre le fanatisme et l'injustice ? Je l'espérais. Tout en songeant, je repassai par l'escalier majestueux. Il était silencieux et aucun esprit ne l'habitait. Ce n'était plus qu'un escalier. Je rentrai chez moi pour écrire cette anecdote. Le moment est venu de conclure. L'esprit de l'escalier dont j'ai fait l'expérience maintes fois, dont vous avez parlé dans vos confessions, et dont le théologien Pierre Nicole parlait déjà vers 1695, n'est autre que l'esprit des Lumières et celui de l'encyclopédie à laquelle j'ai voué, avec notre ami d'Alembert, 20 ans de ma vie. Il va contre la rhétorique rapide et l'esprit de système, toujours enclin à déclamer avec précipitation sur le vif et à expédier les débats. Esprit de l'escalier contre esprit d'à propos, cette opposition dure depuis des siècles. Socrate ne s'opposait-il pas déjà aux sophistes ? Alors oui, j'agis avec lenteur, oui je suis laborieux, et oui je manque assurément de répartie. Oui je suis sensible et c'est l'amour du savoir qui me préoccupe. Moquons-nous de faire belle figure en société, occupons-nous de penser librement. Votre ami, Denis Diderot, Paris, octobre 1774.